Alors, bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce dernier webinaire déjà, hélas, de la semaine de la vitiforesterie. Aujourd'hui, on a donc le grand plaisir, on finit en beauté avec Béatrice Marin qui va nous parler de la contamination, de l'impact de la contamination dans les vignes. Pas seulement un constat, mais comment est-ce qu'on peut réduire cette contamination. Cet après-midi, donc, on sera dans la région de Reims, sud de Reims, Chamery, donc dans la montagne de Reims, et on fera un tour de vigne, comme on a pris l'habitude de le faire tous les après-midi de cette semaine, et vous verrez beaucoup d'arbres, notamment des arbres fruitiers, dans les vignes cet après-midi. Rendez-vous à 14 h, donc à Chamery. Donc le contexte dans lequel s'inscrit toute cette série de webinaires, c'est évidemment le réchauffement climatique, qu'on a peu vu à l'œuvre cette semaine, mais qui est peut-être, on s'en rendra compte peut-être plus tard, responsable aussi, dérèglement climatique plutôt. Et cet été, on s'attend encore à des vagues de canicules, mais il faut prendre en compte tout le contexte de ce réchauffement, et on l'a vu hier, les maladies du bois, enfin, notamment pour nous, dans ce contexte viticole, tous les curseurs sont en train de bouger en lien avec ce dérèglement climatique. On a commencé la semaine avec Damien Garros, le bilan carbone, et on a vu que la vitiforesterie était une clé, notamment pour réduire drastiquement les émissions de CO2, mais même pour faire l'inverse, pour stocker du carbone dans les sols de plus en plus grâce aux arbres, aux haies, aux arbres intraparcellaires, les arbres trôniers, mais aussi la vigne, avec un enracinement plus profond qui va être aussi capable de séquestrer davantage de carbone. Un Vitisphère l'a résumé comme ça, 16 000 allers-retours Paris-New York en avion, c'est ce que représenterait la différence entre toute la Champagne en travail du sol et toute la Champagne en vitiforesterie. Évidemment, c'est une perspective, c'est pour donner une idée, pour marquer un petit peu les esprits. En tout cas, plus concrètement, ça donnerait ça une parcelle en travail du sol, en prenant en compte uniquement les émissions dues au carburant. C'est quasiment 1 tonne de CO2 émis par hectare et par an. Ça correspond à quasiment 30 passages d'enjambeurs par an sur une parcelle. En agroforesterie, en vitiforesterie, on tombe tout de suite dès la première année à beaucoup moins de passages. Quasiment la seule opération consiste maintenant à semer un couvert végétal et à le détruire. Et au bout de plusieurs années, on parle d'une transition de 10, 20, voire 30 ans, l'idée n'est plus de semer carrément des plantes, mais d'avoir une végétation spontanée, permanente, qu'on va pouvoir gérer et qui va correspondre à un état d'auto-fertilité du système avec des arbres qui vont produire massivement du carbone, injecté sous forme de carbone liquide par les exudats racinaires qui vont permettre d'augmenter massivement le taux de matière organique des sols et donc de stocker le carbone. C'est ce qu'on voit ici. 400 kg de carbone stocké par hectare et par an dans ce scénario optimal. Les chiffres demandent évidemment à être affinés, ce sont de premières projections. On a vu ensuite, avec Xavier Morvan, Maxime Gomeau notamment de l'Université de Reims, tout ce protocole autour des couverts végétaux. On a parlé des couverts végétaux comme la première étape vers cette transition vitiforestière. On a besoin d'aider notre sol, de l'accompagner vers ce processus d'autofertilité. Pour ça, on sème des plantes qui sont bien choisies et qu'on va accompagner, fertiliser d'une certaine manière. Donc là, les indicateurs qui sont mis en place permettent, avec un processus scientifique très strict, un témoin et puis un essai, de voir si finalement la porosité du sol va être augmentée, si la capacité du sol à retenir l'eau va être améliorée aussi, et toute la partie de la vie du sol. Qu'en est-il de la vie microbienne, des champignons, etc. Donc c'est ce qu'on a commencé à suivre dès cette année sur de plus en plus de parcelles. Là, il y a une trentaine de parcelles qui sont dès aujourd'hui placées sous indicateur de résultats, et il va y en avoir de plus en plus. Aujourd'hui, donc, la question, c'est comment réduire l'impact de la contamination en contexte viticole. Béatrice? Je te remercie. Je peux partager mon... Alors, une petite seconde. Hop, et désormais, tu peux, oui. D'accord, je te remercie. Alors, excusez-moi, je coupe ma vidéo pour que la connexion soit parfaitement bonne. Et puis, je suis toujours embêtée que je sois la seule qu'on voit. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis là, vous allez m'entendre. Je te remercie, Quentin. Merci de m'avoir proposé de faire cette conférence. J'en suis ravie. Et je vais donc vous parler pendant une 50aine de minutes de la contamination en milieu viticole et comment on essaie de lutter contre cette contamination. Je m'en vais. Voilà, normalement, vous devriez voir mon écran si tout va bien. Alors, je vais donc vous parler de l'impact de la contamination en milieu viticole et la façon dont on essaye de lutter contre cette contamination. Je suis donc Béatrice Marin, je suis professeure des universités à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne.
Je fais partie de l'unité de recherche qui s'appelle GGNA, groupe d'études sur les géomatériaux et les environnements naturels, anthropiques et archéologiques. C'est une unité de recherche qui regroupe des géologues, mais également des géographes physiciens. Je vais surtout vous parler des éléments traces métalliques parce que c'est ma spécialité, mais dans une seconde partie de la présentation, je vous parlerai aussi de pesticides parce qu'on ne parle pas de milieu viticole sans parler de pesticides, malheureusement. Vous avez ici mon adresse mail. Si vous voulez me contacter, surtout, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'un élément trace métallique? Un élément trace métallique, ou on appelle ça affectueusement les ETM, ce sont des éléments chimiques qui sont naturellement présents dans l'environnement, mais à des concentrations relativement faibles dans les roches. Là-dessus viennent se surimposer les activités anthropiques, que ce soit les activités industrielles, toutes les activités liées au transport routier, mais également maritime ou aérien, l'urbanisation et l'agriculture, dont la viticulture. Toutes ces activités anthropiques entraînent un rejet en éléments traces métalliques dans les différents compartiments de l'environnement, ce qui augmente les concentrations naturelles initialement faibles. Une fois dispersés dans l'environnement, ces éléments traces métalliques vont pouvoir rejoindre l'atmosphère, que ce soit en milieu urbain, en milieu industriel ou en milieu agricole ou viticole. Ils peuvent également rejoindre les sols, atteindre les eaux souterraines par infiltration, les eaux de surface, parfois même aller jusqu'au milieu océanique, marin ou océanique. Ils peuvent également rejoindre la faune, la flore et l'homme. Le problème de ces éléments traces métalliques, c'est que certains sont indispensables aux organismes vivants, c'est le cas par exemple du cuivre ou du zinc, mais ces éléments traces métalliques sont toxiques à forte concentration. Pour d'autres, comme le cadmium ou le plomb, ils sont toxiques dès les faibles concentrations et aucun organisme vivant n'en a besoin pour vivre. Dès 1992, avec la loi sur l'eau et ensuite en 2000 avec la directive cadre sur l'eau ou la DCE, l'Europe a décidé de mettre en place ou de proposer une politique globale dans le domaine de l'eau, politique qui doit être respectée par tous les États membres. Le but de cette DCE, c'est d'arriver à un bon état des eaux à brève échéance. Un petit peu présomptueuse au départ, cette DCE visait un bon état des eaux en 2015. Évidemment, ce bon état des eaux n'a pas été atteint. On prévoit maintenant d'atteindre cet état en 2027. Pour cela, la DCE propose des normes de qualité environnementale, NQE, pour 45 substances prioritaires, dont 21 substances dangereuses pour les eaux de surface et les eaux souterraines, c'est-à-dire des valeurs seuil à ne pas dépasser. Évidemment, dans ces substances prioritaires ou dangereuses, vous retrouvez les hydrocarbures, les pesticides, les produits pharmaceutiques, mais il y a également certains éléments traces métalliques, tels que le plomb. Le plomb est une substance prioritaire, le cadmium est une substance dangereuse, au même titre que le mercure ou l'arsenic, qui sont des éléments chimiques très toxiques. Le cuivre et le zinc, eux, n'apparaissent pas dans la directive cadre sur l'eau. Pour atteindre ce bon état des eaux, différentes possibilités s'offrent à nous. Soit on réduit les rejets, et c'est actuellement en cours, soit on traite les rejets à la source. Alors ça, c'est possible si on est par exemple en milieu industriel et qu'il n'y a qu'un seul point de sortie. Mais quand il s'agit de l'agriculture ou de la viticulture, les rejets sont diffus et on ne peut pas traiter les rejets à la source. Donc, la voie alternative, si je puis dire, c'est de réduire l'impact que peuvent avoir ces rejets sur l'environnement.
Pour ce qui est du contexte viticole, les éléments traces métalliques tels que le cuivre et le zinc ou le cadmium et le plomb peuvent être apportés par les produits phytosanitaires, bien sûr, certains fertilisants et, comme vous le savez, par le passé, par l'application de compost urbain, cette application étant interdite depuis 1993. La première question à se poser, c'est: est-ce que les sols sont contaminés? Puis, la question suivante, est-ce que si les sols sont contaminés, est-ce que les éléments traces métalliques qui contaminent ces sols sont retenus dans le sol ou est-ce qu'ils peuvent être remobilisés pour être transférés aux eaux souterraines par infiltration? Autre voie de sortie, si je puis dire, de ces éléments traces métalliques, c'est alors attendez, j'admets quelqu'un, voilà, un transfert du sol à la plante. Ça, c'est un processus que je n'aborderai pas aujourd'hui parce que c'était un petit peu en dehors de ce que je voulais vous présenter. Et enfin, dernière question que l'on peut se poser, est-ce qu'au cours des événements pluvieux, il peut y avoir un transfert des éléments traces métalliques par ruissellement et est-ce qu'ils peuvent rejoindre les eaux superficielles? Donc, je vais commencer par le début, c'est-à-dire comment évalue-t-on la contamination des sols viticoles? Donc, les éléments traces métalliques sont apportés par l'homme. Est-ce que les sols sont contaminés? Je vous rappelle qu'un sol est constitué de différents horizons. Vous avez ici un sol peu évolué avec ce que l'on appelle l'horizon eau ou organique, qui correspond à la litière dans certains sols. L'horizon A, vous avez un mélange de matière organique et de matière minérale. Et enfin, l'horizon C, qui est un horizon correspondant à l'altération du matériau parental, la roche, qui a donné naissance à ce sol. Alors, ici, vous avez un sol avec 3 horizons. Vous avez des sols qui peuvent comporter plus de 3 horizons. Mais là, je vous présente un sol assez caractéristique de la région, qui est un randosol. La première chose à faire quand on veut étudier la contamination des sols viticoles, c'est prélever les sols. On peut prélever l'horizon A ou encore mieux une partie de l'horizon A. On peut prélever entre 0 et 10 cm, voire jusqu'à 20 cm. Ça se fait à la bêche et à la pelle, mais vous devez vous munir de ces outils. Et l'idéal, c'est quand même de se munir d'un homme aussi, parce que c'est assez physique. Vous avez ici une petite parcelle viticole que j'ai représentée là. Et on ne prélève jamais à un seul endroit d'une parcelle parce que ça peut être extrêmement variable d'un point à un autre dans une parcelle viticole. Donc, généralement, on prélève à plusieurs endroits pour que nos prélèvements soient représentatifs de l'ensemble de la parcelle. Ensuite, ces prélèvements, on peut les étudier séparément ou on peut les mixer pour avoir une vision de la parcelle tout entière. On peut également étudier les sols sur la totalité, c'est-à-dire tous les horizons, soit à la tarière, soit en creusant carrément une fosse pédologique où vous voyez apparaître tous les horizons qui constituent le sol. Quoi qu'il en soit, on obtient des échantillons de sol que l'on fait sécher, que l'on tamise. On s'intéresse généralement à la fraction du sol qui est inférieure à 2 mm. On obtient donc un échantillon solide. Pour déterminer les concentrations en éléments traces métalliques dans ces échantillons solides, on a à notre disposition différentes techniques. Par exemple, on peut les étudier sous forme solide avec des outils tels que la fluorescence X, qui permet de déterminer les concentrations en éléments traces métalliques directement dans l'échantillon solide. On peut même le faire directement sur le terrain ou alors en laboratoire. Sinon, on a des méthodes plus performantes, plus sensibles, avec des limites de détection plus basses. Mais là, on est obligé de faire passer l'échantillon qui est sous forme solide, on est obligé de le faire passer sous forme liquide. Le processus, ça s'appelle une minéralisation.
Donc, ça permet de passer de l'échantillon solide à l'échantillon liquide. Et on dispose de techniques très performantes, comme par exemple un ICP-AES, mais il en existe d'autres. Voici des résultats obtenus dans certains sols viticoles de la région dont je tairai la provenance. Vous avez ici les résultats en cadmium, en cuivre, en plomb et en zinc. Les résultats sont exprimés en milligrammes par kilogramme. Dans 3 sols, A, B et C, vous voyez que les concentrations en cadmium peuvent s'échelonner entre 1,5 et 4 mg par kilo, les concentrations en cuivre entre 40 et 300 mg par kilo. En plomb, ça va de 60 à 160 mg par kilo et en zinc, entre 120 et 400, voire plus, milligrammes par kilo. On voit ici clairement que le sol B renferme des concentrations en éléments traces métalliques plus élevées que les 2 autres. Pour autant, ces sols sont-ils contaminés? Peut-on considérer que ces sols sont contaminés? Première chose, on dispose d'une directive européenne qui a été établie en 1986 avec une déclinaison française qui est l'arrêté de 1998. Et cette directive prévoit des seuils au-delà desquels on ne peut pas épandre de bouts de station d'épuration. Vous allez me dire, il n'est pas question d'épandre des bouts de station d'épuration dans les vignes, et vous aurez raison. Malheureusement, on ne dispose pas d'autres directives à l'heure actuelle. Pour le cadmium, ce seuil est de 2 mg par kilo. Pour le cuivre et le plomb, c'est à 100 mg par kilo. Et le zinc, c'est 300 mg par kilo. On voit que les teneurs sont parfois supérieures à ces seuils. L'autre façon d'évaluer la contamination, c'est de considérer le fond pédogéochimique régional. Ça correspond aux concentrations naturelles de la région. Alors, pour ça, soit on va déterminer les concentrations dans des sols qui n'ont jamais reçu d'apport anthropique. Ce n'est pas facile à trouver, mais on en a trouvé un. Ou alors, on va tout en bas du sol, tout au fond de la fosse pédologique. Dans la région, nous avons déterminé les fonds pédogéochimiques. Vous voyez, c'est environ 1 pour le cadmium, entre 3 et 4 pour le cuivre, entre 10 et 20 pour le plomb et entre 40 et 50 pour le zinc. Vous voyez que, donc c'est représenté par les lignes en pointillés noirs, vous voyez que les teneurs dans les sols viticoles sont systématiquement supérieures au fond pédogéochimique régional. Donc, on peut affirmer que les sols viticoles sont relativement contaminés en éléments traces métalliques. Je dis relativement parce qu'ils le sont beaucoup moins que d'autres sols, comme des sols urbains ou des sols industriels. Pour autant, est-ce qu'il y a un impact environnemental à cette contamination? C'est-à-dire, est-ce que les éléments traces métalliques sont retenus dans le sol ou est-ce qu'ils peuvent fuiter vers les eaux souterraines par infiltration? Alors, pour ça, on va s'intéresser aux différentes phases qui constituent un sol. En effet, un sol, c'est un matériau très complexe, très hétérogène. Il y a plusieurs phases. Il y a la phase solide, dont je viens de vous parler, mais il y a également la phase liquide. Et puis, on a également une phase gazeuse. La phase solide est constituée de plusieurs composés. Vous avez des constituants minéraux qui proviennent soit du matériau parental, soit qui se sont formés directement dans le sol, et des constituants organiques qui découlent de la décomposition de la matière organique. Cette phase solide, pour la phase liquide, on a bien sûr une première fraction qui est celle de l'eau, et puis il y a des éléments dissous dans cette eau. De manière générale, la phase solide assure la rétention des éléments traces métalliques qui sont liés aux constituants minéraux et organiques, mais ces constituants peuvent être transportés lors du ruissellement vers les eaux superficielles. La
phase liquide, elle assure plutôt la mobilisation des éléments traces métalliques et ils peuvent atteindre les eaux souterraines par infiltration ou les eaux superficielles par ruissellement. Et les éléments dissous sont également disponibles pour la plante. On appelle ça la fraction biodisponible. Et c'est la seule fraction à laquelle ont accès les plantes. La plante est incapable d'aller chercher des éléments qui sont sur la phase solide. Pour complexifier un peu la chose, il y a des échanges permanents entre phase liquide et phase solide, par tout un biais de processus, comme l'adsorption, la désorption, ou la précipitation, la dissolution. En comparant ce que l'on obtient dans la phase solide et dans la phase liquide, c'est-à-dire en regardant comment sont distribués les éléments traces métalliques entre phase solide et phase liquide, on peut évaluer la mobilité potentielle, c'est-à-dire la probabilité pour que les éléments traces métalliques soient mobilisés. Ça dépend des éléments. Sur les quatre dont je vous ai parlé, le plomb, par exemple, est moins mobile que le cadmium. Et le cuivre sont intermédiaires. Mais ça va dépendre également des caractéristiques du sol lui-même. Je vous ai mis ici le pH, mais ça peut être d'autres caractéristiques physiques ou physico-chimiques. Lorsque le pH est basique, les éléments traces métalliques seront plutôt sur la phase solide et plutôt retenus, alors que si le pH du sol est acide, les éléments traces métalliques vont avoir tendance à passer dans la phase liquide et à être transférés. Ça dépend également du taux de contamination. Si le taux de contamination est faible, la mobilité des éléments traces métalliques va être réduite. Si la contamination est élevée, la mobilité peut être plus importante. Donc, quand vous vous trouvez de ce côté-là avec un sol avec un pH basique, une contamination faible, le transfert par infiltration vers les voies souterraines, vers les eaux souterraines, je vais y arriver, est peu probable, alors que si vous avez un élément très mobile, un sol avec un pH acide et une contamination élevée, le transfert par infiltration est plus probable. Sachant que chaque fois que vous apportez des éléments traces métalliques qui ne sont pas présents naturellement dans le sol, mais qu'on les apporte par voie anthropique, ils ont tendance à être moins retenus par la phase solide. Donc, plus un sol est contaminé, plus la contamination, plus le transfert par infiltration peut être important. Ensuite, est-ce que ces éléments traces métalliques peuvent être transférés par ruissellement au cours des événements pluvieux et atteindre les eaux superficielles? Pour étudier le transfert des éléments traces métalliques par ruissellement, on dispose de plusieurs types d'expérimentations. On peut faire des expérimentations sous pluie simulée, c'est-à-dire qu'on fait de la pluie. L'avantage, c'est qu'on maîtrise tout. On peut choisir l'intensité, la durée. Et on peut également faire des expérimentations sous pluie naturelle. Voici le dispositif pour des expérimentations sous pluie simulée. Voilà ce qu'on appelle un simulateur de pluie. C'est une grande armature en fer en haut de laquelle il y a une buse qui peut distribuer de l'eau. C'est bâché parce que s'il y a du vent, on ne maîtrise plus rien. Et on fait pleuvoir sur une petite placette de 1 mètre carré et il y a tout un système pour venir récupérer ici les eaux de ruissellement. Sous pluie naturelle, nous avons disposé pendant plusieurs années d'un dispositif installé dans une parcelle viticole. Alors, vous voyez ici, dans les routes, on avait placé des plaques en aluminium pour conduire les eaux de ruissellement en bas des rangs, avec un regard qui permettait la récolte des eaux de ruissellement, qui était conduite dans des bidons. Et là, pour le coup, on travaillait à l'échelle du rang ou à l'échelle de la parcelle. On a étudié, grâce à ça, l'influence des pratiques culturales sur le transfert des éléments traces métalliques par ruissellement. Sous pluie simulée, nous avons étudié la couverture du sol. Sous pluie naturelle, nous avons étudié la fréquence de passage des engins agricoles. Une fois que les eaux de ruissellement sont prélevées,
on sépare les phases solides et les phases liquides. Alors, la phase liquide, c'est l'eau, et puis la phase solide, c'est les matières en suspension. On sépare par convention à 0,45 microns, avec un système de filtration relativement simple. On obtient les matières en suspension supérieures à 45 microns d'un côté et la phase liquide inférieure à 0,45 microns de l'autre. On analyse et on peut ainsi quantifier les éléments traces métalliques transférés par ruissellement, ainsi que la façon dont ils vont être transférés, soit par voie solide, soit par voie liquide. Dans le cas de la couverture du sol, de l'étude de l'influence de la couverture du sol, nous avions étudié un sol enherbé, un sol nu et un sol recouvert de sarments broyés, qui sont les trois pratiques culturales utilisées en Champagne. Vous avez ici le résultat sur la perte en terre, c'est-à-dire la quantité de matière en suspension transférée par mètre carré et par heure. Vous voyez que lorsque le sol est enherbé, on a obtenu des transferts de matière en suspension de l'ordre de 0,2 grammes par mètre carré et par heure, alors que quand le sol est nu, on atteint 3-4 grammes par mètre carré et par heure. Pour ce qui est des pertes en éléments traces métalliques, je vous donne ici les résultats pour le cuivre et le plomb. Pour le cuivre, on a atteint des transferts de 100 mg par mètre carré et par heure. Pour le plomb, 20 mg par mètre carré et par heure. Et quand le sol est nu, vous voyez que ça peut atteindre entre 800 et 900 mg par mètre carré et par heure, et plus de 100 mg par mètre carré et par heure, soit 10 fois plus que quand le sol est enherbé. Allez, pour être plus optimiste, on va dire 8 fois plus. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a présence d'une couverture, un enherbement par exemple, mais également lorsque le sol est recouvert de sarments de vigne broyés, ça réduit l'énergie des gouttes de pluie, ça réduit le détachement des particules et donc ça réduit la vitesse du flux. J'ajouterai à ça que ça favorise l'infiltration. Donc, on a une diminution du ruissellement et de l'érosion et donc une diminution du transfert des éléments traces métalliques par voie solide et par voie liquide. Pour ce qui est de la fréquence de passage des engins agricoles étudiés sous pluie naturelle, nous avions étudié des rangs avec des fréquences de passage faibles, j'entends par là 2 à 3 passages par an, et une fréquence élevée, je crois que c'était 13 passages par an. Voici les résultats obtenus en 2011 et 2012. Vous avez ici les résultats pour une fréquence de passage faible, ici fréquence de passage élevée. Donc, vous pouvez comparer en vert clair ici et ici 2011 et en vert foncé ici et ici 2012. Vous voyez que entre une fréquence de passage faible ici sur tout l'été, alors on avait fait ça de juin, juillet et août, on avait des volumes d'eau ruisselée de l'ordre de 200 litres lorsque la fréquence de passage est faible et jusqu'à plus de 1000 litres lorsque la fréquence de passage est élevée. Pour les pertes en terre, il n'y a pas photo non plus. Ici, vous avez 5 grammes par mètre carré sur tout l'été lorsque la fréquence de passage est faible et jusqu'à 70 grammes par mètre carré lorsque les engins passent plus de 10 fois dans les rangs. Pour les transferts en cuivre et en plomb, vous voyez la différence est énorme entre une fréquence de passage faible et une fréquence de passage élevée. Pourquoi ? Parce que le passage des engins provoque la compaction du sol, la formation d'ornières, ça altère la couverture herbacée, ce qui fait que ça augmente le ruissellement, l'érosion et donc le transfert d'éléments traces métalliques. Voyons comment sont transférés les éléments traces métalliques au cours du ruissellement. Vous avez ici les résultats pour la couverture du sol. Je vous rappelle qu'on avait étudié un sol enherbé, un sol nu et un sol recouvert de sarments, de vignes broyées. Vous avez ici le cuivre
et le plomb, en bleu par voie liquide, en orange par voie solide. Donc, c'est présenté sous la forme de pourcentage. Vous voyez que le cuivre, il peut être aussi bien transféré par phase liquide que par voie solide, alors que le plomb est exclusivement transféré par voie solide. Donc, le mode de transfert est différent selon l'élément et le cuivre apparaît plus mobile que le plomb. Pour la fréquence de passage des engins, on retrouve cette différence. Vous voyez que le cuivre est transféré à la fois par voie solide et par voie liquide, le plomb par voie solide. Quelle que soit la pratique culturale, le plomb, lui, il est de toute façon transféré par voie solide, alors que le cuivre, vous voyez que lorsque le sol est nu, le transfert par voie solide est beaucoup plus important que lorsque le sol est enherbé. Donc, il y a un transfert par ruissellement significatif en fonction des pratiques culturales, que ce soit la couverture du sol ou la fréquence des passages des engins agricoles, et donc il peut y avoir contamination des eaux superficielles. Comment lutter contre ça? On modifie les pratiques culturelles, et ça, c'est évidemment en cours. L'autre moyen pour lutter, c'est de gérer ce ruissellement, de maîtriser ce ruissellement, de lutter contre la pollution diffuse en milieu viticole. Et j'entends par pollution diffuse, une pollution des eaux superficielles à partir de n'importe quel point dans le vignoble. En Champagne, quelles sont les actions qui sont menées pour gérer le ruissellement ou pour diminuer le ruissellement et l'érosion? Il y a des actions intraparcellaires individuelles, telles que l'enherbement, bien sûr. On peut également augmenter la longueur des rangs, mais ce n'est pas toujours facile parce que les parcelles ne s'y prêtent pas forcément. Et puis, il y a des actions extraparcellaires collectives, comme des voiries. Alors, des voiries béton qui permettent de conduire les eaux de ruissellement. Maintenant, elles sont souvent équipées de grilles gazon qui favorisent le ruissellement le long de ces chemins bétonnés. On a également installé des fossés. Vous avez ici un fossé à redans ou alors carrément des canalisations. Et puis, pour parfaire tout ça, il y a également des bassins de rétention ou des bassins d'orage qui sont construits soit sur les versants viticoles, soit au bas des versants viticoles. Quel est le rôle de ces bassins de rétention ou de ces bassins d'orage? Vous en avez ici un schéma. Les bassins de rétention ont deux fonctions. La première, c'est réceptionner les eaux de ruissellement pour tranquilliser ces eaux. La seconde fonction, c'est réduire les concentrations en polluants lors du passage des eaux dans ces bassins de rétention. Alors, dans ces bassins de rétention, vous avez des sédiments, vous avez une colonne d'eau et puis, très souvent, vous avez des espèces végétales. Les polluants y arrivent soit par ruissellement au cours des événements pluvieux en provenance des parcelles viticoles, ils peuvent également provenir directement par retombées atmosphériques. Polluants, ici j'aborderai non seulement les éléments traces métalliques, mais je ferai aussi un petit point sur les pesticides. Une fois que ces éléments traces métalliques et ces pesticides arrivent dans les bassins de rétention, ils vont subir tout un tas de processus. Ils peuvent subir la décantation avec les matières en suspension. Ils peuvent être, retenus par les sédiments. Ils peuvent se dégrader dans les sédiments ou dans la colonne d'eau. Et attention, les pesticides se dégradent, mais les éléments traces métalliques ne se dégradent pas. Il peut y avoir des échanges entre les sédiments et la colonne d'eau. Il peut y avoir une absorption par les espèces végétales. Ces éléments traces métalliques, ces polluants de manière générale peuvent être absorbés par les racines et être transférés aux feuilles, voire même aux tiges et aux parties aériennes. Donc, et ils peuvent également s'infiltrer si le fond du bassin d'orage le permet.
Alors, une étude est menée dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Trapèze, qui a commencé en 2016 et qui se terminera à l'automne de cette année. Ce projet Trapèze, son but, c'est d'évaluer l'efficacité d'un bassin de rétention. Il est mené par nous, de Reims-Champagne-Ardenne, mais également en collaboration avec l'Université de Lorraine et il est financé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, par le Grand Est et par le Grand Reims. Quelle est la démarche qui a été adoptée dans ce projet et quels étaient les objectifs? Nous avons décidé de suivre les débits, les volumes, les hauteurs d'eau dans un bassin d'orage, mais également de suivre les concentrations en contaminants organiques tels que les pesticides ou inorganiques tels que les éléments traces métalliques. Le but est de quantifier quantifier les flux de matériel liquide, de matériel solide et des contaminants associés, pesticides et ETM, afin de faire des bilans saisonniers, des bilans annuels, en mettant en relation les volumes. Je ne sais pas qui a son micro qui est allumé. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de l'éteindre. Merci beaucoup. Sinon, Béatrice, tu as un bouton pour couper tous les micros. Ça peut être plus simple. Oui, c'est vrai, mais je préfère le demander gentiment. Alors, nous avons mis en relation ces bilans saisonniers et annuels avec les conditions météorologiques, la pluviométrie, l'intensité, la durée des événements pluvieux. Les entrants, aussi bien par leur nature ou leur quantité, les caractéristiques du bassin versant, la nature des sols, les pentes, l'érodabilité des sols, c'est-à-dire la vulnérabilité des sols à être érodés, et les pratiques culturales, l'orientation des rangs, la couverture du sol. Et nous visions la vérification de l'adéquation entre un bassin d'orage et le versant viticole, le fonctionnement et l'efficacité de ce bassin d'orage, le rôle des différents modules qui constituent ce bassin d'orage et les processus qui étaient impliqués dans la remédiation, c'est-à-dire dans la réduction des concentrations en polluants. L'objectif ultime, c'est de disposer d'outils d'aide à la décision pour assurer le suivi et la gestion des bassins de rétention, ainsi que la rénovation ou la construction d'autres bassins de rétention. Notre étude est menée à une dizaine de kilomètres à l'est de Reims, au niveau du mont Berru, sur la commune de Nogent-l'Abbesse. Vous voyez ici le sommet du mont Berru, ici le versant viticole, là vous arrivez dans la plaine de Champagne et enfin ici vous avez la vallée de la Velle. Le bassin d'orage qui est étudié se trouve tout en bas du versant viticole. Ce bassin d'orage est l'exutoire d'un bassin versant et dans un premier temps, théoriquement, ce bassin d'orage devrait recevoir les eaux de ruissellement de toute cette surface, c'est-à-dire de 335 hectares. En fait, l'aménagement du bassin versant fait que ce bassin d'orage est l'exutoire de seulement 176 hectares, représentés ici par le trait blanc épais. Qu'est-ce qu'on y trouve sur ces 176 hectares? Eh bien, on y trouve des vignes représentées en jaune ici, pour 95 hectares. Il y en avait 107 sur la totalité du bassin versant théorique, on va dire, mais il n'y en a que 85 sur le bassin versant effectif, qui est représenté ici par les pointillés noirs. Vous avez 45 hectares de forêt qui participent à l'alimentation du bassin d'orage. Vous avez un petit peu de culture et de surface enherbée pour 17 hectares et vous avez 18 hectares de voirie. J'y ai mis les voies bétonnées, les voies de terre et ainsi de suite.
sachant que les voies bétonnées ou les voies bitumées sont autant de surfaces imperméables qui vont à l'encontre de l'infiltration. Et vous avez ici, alors là, vous reconnaissez le fort de Nogent-l'Abbesse, peut-être, si vous connaissez la commune de Nogent-l'Abbesse, vous avez ici le fort. Et puis, il y a une station météorologique au bas de ce fort, station météorologique qui est gérée par le CIVC. Ça fait partie du réseau de stations météorologiques. Il y en a une trentaine sur l'ensemble du vignoble. Nous avons essayé d'évaluer le taux d'enherbement sur ces 95 hectares de vignes. Alors, ça a été un travail laborieux que nous avons conduit en 2018. Vous voyez ici sont représentés les 95 hectares de vignes. Vous reconnaissez là le fort de Nogent-l'Abbesse. Le bassin d'orage se trouve ici. Et nous avons d'abord, grâce à des photos, des orthophotographies, on a essayé, et grâce au cadastre d'ailleurs, on a individualisé chaque parcelle viticole et puis ensuite, on a essayé d'évaluer le pourcentage d'enherbement sur ces parcelles viticoles. Alors, certaines parcelles sont complètement désherbées, c'est-à-dire il y a 0% de taux d'enherbement, c'est représenté en blanc. Et puis, vous avez des parcelles qui sont enherbées au moins à 50%, c'est-à-dire que toutes les routes tous les rangs sont enherbés et souvent, tous les interrangs sont enherbés et les rangs sont désherbés. Ce qui fait qu'on arrive sur les 95 hectares de vignes, on arrive à un taux d'enherbement de 19%. Il y a eu une augmentation depuis 2018 et il y aura encore des augmentations dans les années à venir, mais comme c'est une étude longue, on n'a pas pu la refaire en 2018, en 2019 et en 2020. Mais on pourrait tout à fait la refaire dans les 2 ans à venir. Voici le bassin de rétention lui-même. Alors, je l'ai tourné, le nord se trouve ici. Ce bassin de rétention, il existait déjà en 1982, mais il a été rénové en 2015 pour répondre aux nouvelles législations, notamment sur le fait que lorsque des digues étaient supérieures à 2 mètres, il fallait un suivi extrêmement rigoureux de ces bassins. Donc, Nogent-l'Abbesse, l'association syndicale autorisée de Nogent-l'Abbesse, a décidé de rénover ce bassin de rétention. Il possède maintenant 4 modules pour une capacité totale de 28 000 mètres cubes. Alors, ces 4 modules, les voici. Vous avez ici un premier module qui est un module de décantation, un second module ici avec une géomembrane de photodégradation des pesticides de 3 000 mètres cubes. Ici, vous avez un module de phytoremédiation également avec une géomembrane de 3 000 mètres cubes, et enfin un grand bassin d'infiltration de 17 000 mètres cubes. Les eaux arrivent par le nord, ici, par une grosse buse. Il y a une autre petite buse ici, mais l'entrée principale des eaux se fait ici. Les eaux sont ensuite conduites d'un module à un autre par des buses, ici entre 1 et 2, ici entre 2 et 3, ici entre 3 et 4, et enfin, ici, à l'entrée, avant l'infiltration, entre le bassin 3 et entre le module 3 et le module 4, nous avons ici un filtre à sable avec des draps. Voici la même chose en schéma. Le bassin 1, le module 1, je préfère le terme de module, le module de décantation, le module de photodégradation, le module de phytoremédiation, le module d'infiltration, avec ici le filtre à sable qui est beaucoup mieux représenté sur ce schéma. Dans le bassin 3, on y trouve des roseaux et des massettes, qui sont des espèces végétales couramment employées dans ce genre de milieu, mais on a également des iris et de la menthe, et puis on a une algue qui a une sérieuse tendance à se développer dans ce module. Ce bassin a été instrumenté en 2016. On a des débitmètres qui sont installés aux entrées
et à chaque passage d'un module à un autre. On peut mesurer les hauteurs d'eau dans chaque module et on a des préleveurs automatiques qui nous permettent de prélever. Quand il y a des mouvements d'eau, ça nous permet de prélever des échantillons. On mesure les débits et les hauteurs d'eau en continu depuis octobre 2016 et on fait donc des prélèvements aux entrées et aux sorties de chaque module, chaque fois qu'il y a un événement pluvieux ruisselant. Pour ce qui concerne les événements pluvieux, je vais vous en dire deux mots. Sur toute la durée du projet. Pour pouvoir placer le projet, je vous présente ici la pluviométrie annuelle de 2010 à 2020. Vous voyez que ça s'échelonne entre 500 et je crois que c'est 700, près de 780 mm par an. Les données nous sont fournies par le comité Champagne grâce à la station météorologique installée sur le bassin versant, sur le coteau viticole d'Aujan-Lapès. Les années sont très contrastées depuis 2010. La moyenne, elle est de 604 mm, la moyenne sur 30 ans est de 604 mm. Et vous voyez que de 2016 à 2020, c'est-à-dire durant la durée du projet Trapèze, vous avez vraiment des années assez pluvieuses comme 2016 et des années beaucoup plus sèches comme 2018 ou 2020. Voici la répartition mensuelle. Nous avons décidé de couper les années en deux. Une période hivernale qui couvre la période de octobre à mars et une période dite estivale qui qui court d'avril à septembre. Donc, hydrologiquement, deux périodes, une période hivernale, une période estivale. Voici tous les événements pluvieux depuis le 1er octobre 2016 jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 31 décembre 2020. Voici les coupures 2017, 2018, 2019 et 2020 en période hivernale et en période estivale. Il y a eu en tout 810 événements pluvieux sur cette période-là. 505 ont entraîné du ruissellement et nous avons réussi à en étudier 192. Grâce au volume qui est précipité sur les 176 hectares et grâce au volume d'eau qui arrive au bassin d'orage, on est capable d'évaluer le coefficient de ruissellement. C'est-à-dire qu'on compare le volume précipité et le volume ruisselé. Voici les résultats. Vous avez ici les coefficients de ruissellement entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2020. En haut, ici, vous avez la pluviométrie. Je vous ai coupé ça selon les périodes hivernales et estivales. Pour les périodes hivernales, on évalue le coefficient de ruissellement à environ 15%. C'est-à-dire qu'il y a 15% du volume précipité sur les 176 hectares qui arrive à l'entrée du bassin d'orage. En période estivale, ce ruissellement serait de 4-5%. Donc, un ruissellement plus important en hiver qu'en été. Pour ce qui est des pertes en terre, exprimées en grammes par hectare et par heure, je vous mets ici, c'est-à-dire qu'on compare on regarde la quantité de matière en suspension qui arrive au niveau de l'entrée du bassin d'orage. On divise par la surface de 176 hectares et par la durée de la pluie. Je vous ai mis ici les périodes hivernales et estivales, mais c'est un petit peu barbare. Je vous fais un résumé. En période hivernale, on estime la perte en terre à 0,3 kg par hectare et par heure, et en période estivale à 0,8 kg par hectare et par heure. C'est bien sûr extrêmement variable d'un événement pluvieux à un autre. Je vous l'ai mis ici en tonnes par hectare. Si il pleuvait tout le temps pendant 6 mois, pendant la période hivernale, on aurait une perte d'environ 1 tonne par hectare de terre.
S'il pleuvait tous les jours pendant la période estivale d'avril à septembre, on aurait une perte de 3,5 tonnes par hectare. Donc, le ruissellement est plus important en hiver qu'en été, mais les pertes en terre sont beaucoup plus importantes en été qu'en hiver. Pourquoi? Parce qu'en hiver, il y a plus de pluie, un plus grand nombre de pluies, mais des pluies moins intenses. Du coup, plus de ruissellement, mais les particules sont moins détachées. Pour ce qui est des intrants, voici les quantités en kilogrammes par hectare qui ont été appliquées sur le versant viticole de Nogent entre 2013 et 2020. Vous voyez que c'est très différent d'une année à l'autre. Ça peut aller de 20 kg par hectare en 2018 jusqu'à plus de 50 kg par hectare en 2015 ou en 2020. En marron, vous avez les pesticides sans le soufre et en orange, le soufre. On a décidé de séparer les deux parce que le soufre représente énormément. Vous avez ici les différents types d'intrants utilisés. Vous avez donc des fongicides contre le mildiou, l'oïdium et botrytis, la pourriture grise, et puis les herbicides. En tout, il y a 61 pesticides ou matières actives différentes qui ont été utilisées entre 2013 et 2020. Bien sûr, ce sont principalement des fongicides, puisqu'il y a de moins en moins d'herbicides utilisés, et puis les insecticides, eux, sont complètement négligeables. Et les matières actives les plus utilisées sont celles qui sont utilisées pour lutter contre l'oïdium et le mildiou. Très peu sont utilisées contre le botrytis. Alors ici, je vous l'ai représenté tout au long de l'année. Vous avez donc bien sûr des périodes avec des traitements et des périodes sans traitement. Ça me permet de retrouver mes deux périodes hivernales et estivales. Période hivernale sans traitement, période estivale avec traitement. Je vous l'ai mis ici séparé en fongicides et herbicides, mais je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail. On peut regarder quel est le taux d'exportation. On connaît ce qui est appliqué sur le bassin versant et on connaît ce qui arrive en bas au niveau du bassin de rétention. Vous avez ici les résultats pour les périodes hivernales en couleur sombre et les périodes estivales en couleur claire pour botrytis, pour mildiou, pour oïdium, pour les herbicides. Donc, c'est exprimé en pourcent, c'est-à-dire que je prends l'exemple de l'oïdium. En hiver, il n'y a que 0,04% des matières actives appliquées sur le bassin versant qui se retrouvent à l'entrée du bassin d'orage. Et en été, ça se monte à 0,06%. En clair, les taux d'exportation sont faibles et restent inférieurs à 0,5%. Il y a moins de 0,5% de ce qui est appliqué sur le bassin versant qui arrive au bassin d'orage. C'est pas pour ça qu'il faut en mettre plus. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'il n'y en ait que inférieur à 0,5%. Les taux d'exportation sont plus élevés en période estivale, c'est normal, on en met plus. Et il y a plus de pertes. Et les taux d'exportation sont plus élevés pour les herbicides, vous le voyez ici, raison de plus pour utiliser de moins en moins d'herbicides. Pour ce qui est du fonctionnement hydraulique du bassin d'orage, vous avez ici un exemple de septembre 1917, je vous dis n'importe quoi, un exemple des volumes enregistrés dans le bassin de rétention en septembre 2017. Je vous remets ici le petit schéma du bassin pour vous y retrouviez. Vous avez ici la pluviométrie et puis ici, vous avez en marron la réponse du module 1, en jaune la réponse du module 2 et en vert la réponse du module 3. Ceci nous permet surtout de calculer des taux de résidence hydraulique, c'est-à-dire qu'on regarde les volumes qui sont dans les différents modules et on les compare au débit sortant des modules. Dans le bassin 1, le taux de résidence des eaux est d'environ 1 jour. Dans le bassin 2, c'est de l'ordre de, allez, on va dire une vingtaine de jours.
Dans le 3, c'est environ 40 jours, mais c'est extrêmement variable. Et tout ceci est en accord avec les taux de résidence qui avaient été envisagés lors de la conception. Pour ce qui est de la remédiation, pour la charge solide, il faut bien sûr, il y a beaucoup de matière en suspension qui arrive dans le bassin et il faut éliminer cette matière en suspension. Voici les concentrations pendant l'hiver et pendant l'été, relevées à l'entrée, entre le module 1 et le module 2, le module 2, le module 3, le module 3 et le filtre à sable, et après le filtre à sable. C'est exprimé en grammes par litre. Vous voyez qu'il y a une diminution de la charge solide entre l'entrée et la sortie et qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les saisons avec une charge solide un peu plus importante en été. C'est normal, les pertes en terre sont plus importantes sur le versant viticole. Pour ce qui est de l'efficacité, comment on calcule une efficacité? Eh bien, on regarde ce qui rentre dans un module, ce qui en sort, et on compare à ce qui est rentré. Vous avez ici les efficacités totales entre tout l'entrée et la sortie de tout le bassin d'orage, et ici, pour le module 1, le module 2, le module 3 et le filtre à sable. Vous voyez que l'efficacité est proche de 100%, c'est-à-dire que toutes les matières en suspension, ou presque, qui arrivent dans le bassin d'orage, restent dans le bassin d'orage. Et cette rétention est principalement assurée par le module 1, par décantation. Normal, il est prévu pour ça. Pour ce qui est des pesticides, je vous montre ici les concentrations en pesticides en hiver et en été de botrytis, de mildiou. Comprenez les pesticides utilisés contre botrytis, pesticides utilisés contre le mildiou, pesticides utilisés contre l'oïdium et herbicides. Alors, les concentrations sont exprimées en microgrammes par litre. Vous voyez que dans l'ensemble, ça reste inférieur à 2 microgrammes par litre, mais c'est très variable d'un événement pluvieux à un autre. Je vous rappelle que la DCE dit que les concentrations dans les eaux ne doivent pas dépasser 2 microgrammes par litre pour un pesticide ou 5 microgrammes par litre pour un cocktail de pesticides. Alors, les 2 microgrammes par litre, généralement, ne sont pas atteints pour un pesticide, mais si vous ajoutez ce qui est utilisé contre botrytis, contre le mildiou, contre l'oïdium et les herbicides, on dépasse la NQE de 5 microgrammes par litre. Pour ce qui est des efficacités, je vous ai mis ici les efficacités pour les pesticides utilisés contre botrytis, mildiou et oïdium. Je ne fais pas dans le détail parce que je suis un petit peu en retard, mais vous voyez que dans l'ensemble, entre l'entrée du bassin et la sortie du bassin, on évacue plus de 85% des pesticides. En revanche, pour les herbicides, l'efficacité n'est pas bonne du tout. Il y a moins de 5% des herbicides qui rentrent dans le bassin d'orage, moins de 5% d'herbicides qui rentrent dans le bassin d'orage qui en ressortent. En clair, je m'exprime autrement, il n'y a que 5% d'herbicides qui restent dans le bassin d'orage. Donc, l'efficacité du bassin d'orage pour les herbicides n'est pas bonne, alors qu'elle est bonne pour les fongicides. Pour les éléments traces métalliques, je vous ai mis ici les concentrations en hiver et en été du cuivre et du zinc. Vous voyez qu'il y a une espèce de tendance à la diminution entre l'entrée et la sortie pour le cuivre. Pour le zinc, c'est quand même pas flagrant. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de NQE pour le cuivre et le zinc. Alors, pour voir si la qualité des eaux est bonne ou pas, on peut utiliser d'autres référentiels. Par exemple, il y a l'Agence de l'eau rameuse qui propose un référentiel qui s'appelle le SEC-eau, c'est-à-dire c'est un système d'évaluation de la qualité des eaux, mais ça n'a aucune valeur légale, si vous voulez. Pour le cuivre, en dessous de 2,7 microgrammes par litre, on peut estimer que l'eau est de bonne qualité.
entre 2,7 microgrammes par litre et 27 microgrammes par litre, on estime que l'eau est de qualité moyenne. Pour le zinc, on estime que l'eau est de bonne qualité entre 14 microgrammes par litre. En clair, pour le cuivre, l'eau est de qualité moyenne. Pour le zinc, l'eau est de bonne qualité. C'est également le cas pour le plomb et le cadmium. Pour ce qui est de l'efficacité, vous avez une efficacité pour le cuivre qui est de 85%. 85% du cuivre qui arrive dans le bassin d'orage n'en ressort pas. Pour le zinc, c'est 77%. Je vous avais mis pour les matières en suspension, puisque comme vous le savez, les éléments traces métalliques peuvent être véhiculés par voie liquide et par voie solide. Je vous donne juste les résultats au niveau efficacité. 94% du cuivre qui arrive avec les matières en suspension reste dans le bassin d'orage. Pour le zinc, c'est un petit peu moins efficace. Pour conclure, d'un point de vue concentration, d'accord, c'est inférieur au NQE pour un pesticide la plupart du temps, mais les eaux qui ressortent du bassin d'orage dépassent la norme de qualité environnementale si on fait la somme des pesticides. L'eau est plutôt de bonne qualité en ce qui concerne le zinc et d'autres éléments traces métalliques, mais elle est de qualité moyenne pour le cuivre, donc c'est à améliorer. Pour pesticides organiques et cuivre, c'est à améliorer. Pour l'efficacité, dans les eaux, les fongicides, 88% des fongicides restent dans le bassin d'orage ou sont dégradés dans le bassin d'orage, mais seulement 5% des herbicides le sont. Pour les ETM, c'est variable, on va dire en moyenne 80%. Pour tout ce qui est dans la fraction solide, c'est très variable aussi, mais ça peut être très bon, ça peut atteindre 95%. Donc, c'est assuré principalement par les modules 1 et 3, modules de décantation et modules de phytoremédiation. Donc, les processus impliqués, c'est de la décantation, de l'absorption sur les matières en suspension, sur les plantes, ou de la dégradation dans les sédiments ou dans les plants, ou grâce aux plantes, ou grâce aux micro-organismes, surtout dans le module 3. Et je vous rappelle que seuls les pesticides sont dégradés, le cuivre ne l'est pas. Ce qu'on peut proposer pour construire ou rénover d'autres bassins d'orage, c'est augmenter les modules qui marchent bien, c'est-à-dire les modules 1 et les modules 3, pour favoriser la décantation et favoriser la dégradation par les plantes et les micro-organismes. Et par contre, j'ai suggéré à l'Agence de l'eau Seine-Normandie d'arrêter de construire des filtres à sable, puisque le filtre à sable ne sert quasiment à rien, alors que son installation est très coûteuse. Je vous remercie pour votre attention et toutes mes excuses pour avoir légèrement débordé dans le temps. Avec plaisir, avec plaisir. Tiens, je reprends simplement la présentation. Alors je te mets… Animateur. Je ne sais plus où c'est. Tu cliques sur moi, en haut à droite, il y a les 3 petits points, et puis tu vois… oui, ça y est, je me souviens. Nommer animateur. Parfait. Alors, est-ce qu'on a des petites questions là pour conclure? J'ai été bavarde, hein. Ouh là là, je suis désolée. Non, on n'a pas vu le temps passer. Moi, j'ai pas vu le temps passer. On a le temps de prendre une ou deux questions. Alors, pensez bien à réactiver votre micro si vous avez une petite question à poser. Oui, je veux bien qu'on me les pose en direct. Attendez, je réapparais. Voilà, je suis là. Alors, non, personne ne se manifeste. Moi, j'en ai trop dit, pas assez. Séverine, une petite question. Allez-y, Séverine, je vous écoute. Je me remets en vidéo, du coup, c'est plus sympathique. Merci pour cette présentation qui a été vraiment passionnante. J'ai une question parce que dans le cadre de ma section locale à Rilly-la-Montagne, on s'était posé la question justement des chemins béton. Et je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, peut-être que je n'étais pas assez attentive, je ne sais pas, mais est-ce que vous considérez que c'est une des solutions contre le ruissellement
ou est-ce qu'au contraire, ça favorise le ruissellement? Parce que je sais que nous, dans notre village, on a abandonné l'idée des chemins béton parce que finalement, ça n'absorbe pas véritablement les eaux qui s'écoulent. Donc, je ne sais pas si j'ai bien ou pas bien compris. Donc, c'était plus Je comprends votre question. Je peux vous répondre. Alors, les chemins béton, évidemment, sont complètement imperméables. Le bon côté aux chemins béton, c'est qu'ils permettent de canaliser les eaux de ruissellement. Donc, on peut les envoyer là où on désire les envoyer, à savoir dans les bassins de rétention. Mais par contre, du fait qu'ils sont imperméables, ça ne s'infiltre pas du tout. Donc, leur bon côté, c'est le fait qu'ils conduisent très bien les eaux de ruissellement. Leur mauvais côté, c'est qu'ils sont imperméables. Donc, maintenant, ce que l'on fait, c'est qu'on entrecoupe, en fait, les chemins béton par des grilles gazon. C'est-à-dire, j'imagine que vous savez ce que c'est des plaques en béton ajourées, et donc on les pose le long des chemins béton, et puis la végétation peut se développer dans les interstices. Donc, on garde le côté positif des chemins béton, à savoir canaliser les eaux de ruissellement, et puis on favorise à certains endroits l'infiltration. Un des exemples de ces alvéoles qui permettent ces grilles béton, c'est en Bonnet, non? C'est ce qui a été mis en place. Alors, la première fois, je ne sais pas, peut-être que d'autres ici présents pourraient répondre, mais je sais que c'est de plus en plus installé puisque c'est largement… Alors, je ne l'ai pas cité et vraiment, je fais mes plus plates excuses, mais on a été accompagné par la Chambre d'agriculture de la Marne dans ce projet. Et maintenant, la Chambre d'agriculture de la Marne et la cellule érosion de la Chambre d'agriculture de la Marne préconisent l'installation de ces grilles gazon le long des voies bétonnées ou dans les voies bétonnées. Oui, je pense qu'en Bonnet, c'est bien ces grilles-là. Je l'étais allée les visiter avec Xavier Carpentier de la cellule érosion de la Chambre d'agriculture de la Marne. C'est peut-être eux qui ont été précurseurs en Champagne, c'est possible, oui. Merci pour la précision. Alors, tiens, moi, j'ai une autre question aussi pour revenir un petit peu à mon sujet de prédilection. Comment est-ce que tu imaginerais la place de l'arbre, le retour de l'arbre sous forme de haie ou sous forme d'arbre individuel, hein? On sait que l'arbre peut prendre tellement de formes diverses. Est-ce que c'est un rôle mineur? Souvent, on a tendance à considérer, hein, avec notre réflexe anthropocentré, que finalement la solution humaine, bétonnée, etc., va être plus efficace et que l'arbre serait là comme la cerise sur le gâteau. Est-ce qu'on peut voir les choses différemment et considérer une vraie trame végétale qui serait quasiment 80-90% de la solution? Alors, vous avez vu que les bassins de rétention assurent la remédiation, mais pas à 100%. Loin de là pour certaines molécules ou pour certains éléments traces métalliques. Donc, l'idée, c'est quand même d'améliorer cette remédiation. Alors, on peut le faire dans les bassins de rétention en optimisant les processus qui ont lieu dans les bassins de rétention. Mais, bien évidemment, si vous apportez moins de matière active, moins de pesticides dans le bassin de rétention, vous aurez de toute façon une meilleure efficacité. Donc, c'est en amont qu'il faut travailler aussi. Il faut le faire conjointement. Donc, optimiser les bassins de rétention, d'accord, mais optimiser toutes les solutions qui peuvent ralentir les eaux de ruissellement et leur charge en contamination. Donc, ça passe par l'enherbement, c'est sûr, parce que d'un point de vue hydraulique ou hydrologique, ça favorise l'infiltration. Et je n'ai jamais étudié, mais je compte bien le faire un jour, voir à quelle hauteur toutes les graminées pompent les polluants. Si bien sûr à ça, vous rajoutez des arbres individuels ou en haies, même des haies, des taillis, vous ralentissez d'autant plus le ruissellement et vous augmentez d'autant plus le pompage, si je puis dire, l'absorption des contaminants. Donc, je pense qu'il faut conjuguer toutes les solutions sur le bassin versant, sur le coteau viticole et au niveau des bassins de rétention. Donc, ma réponse est oui,
il faut planter, enherber le plus possible. Mais d'ailleurs, l'agence de l'eau Seine-Normandie avait demandé à ce que dès 2021, il y ait 50% du vignoble qui soit enherbé. 50%, tenant compte des tournières et tout ça, hein, quand même. Et ça devait atteindre 50%. Même à Nogent, je connais bien Nogent, je ne connais pas toutes les communes, hein, mais je vois à Nogent, il y a une vraie sensibilisation à ça et c'est en train d'augmenter, mais on n'est pas à 50%, c'est pas vrai. Et si à ça, on peut ajouter de la foresterie sur le vignoble, je pense qu'on met toutes les chances de nos côtés. Déjà, ça préserve les parcelles pour toute l'érosion, parce que dans le ruissellement, 1, vous préservez les parcelles, 2, vous évitez la perte en terre, donc la mise en place, l'implantation d'arbres, vous réduisez les eaux de ruissellement, la quantité d'eau de ruissellement, l'érosion, la perte en terre, la contamination. C'est tout bénef. Parfait. Génial. Alors, merci beaucoup pour cette conclusion. S'il y a une dernière question, on peut la prendre, sinon je vais proposer un petit mot de la fin. Alors, mince. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais. Quentin, il faut t'envoyer le support. Eh bien oui, tu peux me l'envoyer, comme ça je l'ajouterai. D'accord. Je te fais un PDF et je t'envoie ça. D'accord. C'est parfait. Tac. Voilà, on va passer une petite conclusion. Donc, demain, hein, on se projette dans cette belle journée, la fête des couverts végétaux demain, donc à ne surtout pas louper. Présence exceptionnelle de Marc-André Sellos, d'autres invités aussi. Donc, ça commencera à 8h30 au 13 rue des Vignes à Janvry. Donc, on vous attend nombreux. Toute une matinée de célébration de ce travail de nos vignerons qui font un boulot exceptionnel autour des couverts végétaux, autour de l'agroécologie, de la vitiforesterie. Pour certains, tous ces termes-là vont dans le même sens. Hein. C'est trouver des solutions aux enjeux climatiques de notre époque qui sont de plus en plus prégnants, stocker massivement du carbone dans les sols, produire un maximum de biodiversité, améliorer la qualité de l'eau, hein, toute cette rame verte et bleue, et embellir nos paysages aussi, hein, dans lesquels on s'inscrit en tant que modestes êtres humains, mais c'est peut-être un facteur, enfin en tout cas c'est pour moi c'est sûr, c'est un facteur à prendre en compte, d'avoir plaisir à voir nos paysages champenois qui sont déjà merveilleux, mais qui peut-être dans nos esprits peuvent l'être encore plus, et demain le seront effectivement l'après-midi. Donc on entamera un rallye vitiforestier autour de Janvry en partenariat avec le Grand Reims toute cette journée, qu'on remercie. Ça commence aussi dès cet après-midi. Donc autour du Grand Reims, rendez-vous à Chamery à 14h, hein, si vous êtes Rémois ou Sport-Nation, c'est juste à côté, à peine 25 minutes de route, et Chalonnais, 40 minutes, c'est parfaitement jouable. Un rendez-vous, 14h. Donc Chamery, 9 chemin des Peupliers, on sera accueilli dans un premier temps par Cyril Bonnet. Vous rencontrerez d'autres vignerons aussi du coin qui sont particulièrement investis dans cette démarche de retour, réintroduction de l'arbre dans la vigne avec plusieurs formes. Ça peut être un arbre qu'on plante, mais ça peut aussi être un arbre qui pousse spontanément dans la vigne, hein, l'enarbrement spontané, hein, c'est évidemment, si on repense à nos sujets de plantes bioindicatrices, etc., il y a parfaitement du sens à ce que certains arbres arrivent spontanément dans la vigne et qu'on les laisse s'y développer dans une certaine mesure. Tout au long de la semaine, donc, vous pouvez retrouver, et bien plus après aussi, tous ces webinaires sur la chaîne YouTube de l'association Arbres et Paysages en Champagne. N'oubliez pas aussi de suivre la page Facebook de l'association. Vous pourrez avoir toutes les informations sur cette semaine, mais également de la suite, puisqu'on ne s'arrête pas là. L'année ne fait que commencer, et toute notre aventure autour de la vitiforesterie également. Voilà. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. On vous attend très nombreux cet après-midi à Chamery, peut-être encore plus nombreux demain pour la fête des couverts végétaux. Belle journée à tous et à bientôt. Je vous remercie encore de votre attention et je vous souhaite une excellente après-midi en espérant que la météo soit clémente. Et elle le sera. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.